Latefa, Madame Latefa El-Bouhsini. Bonjour, merci à Madame Aïcha. D'entrée de jeu, je précise que vu le temps imparti à cette intervention, je vais me limiter à une seule génération, celle des années 80, et à un seul enjeu, celui de la réforme du Code du statut personnel, avec un prisme mettant l'accent sur le contexte politique. En l'espace d'un peu plus de 2 décennies, on peut reconnaître 4 moments importants qui ont marqué le parcours collectif du féminisme marocain. Le premier moment s'étale sur une période allant de la moitié des années 70 jusqu'en 92, avec la création des premières organisations féministes en 85. Évidemment, ce n'est pas la création en soi qui est importante, c'est plutôt le contexte et le processus à travers lequel des jeunes militantes ont donné corps à une aspiration féministe qui accorde toute son importance à ce moment. Il s'agit d'un contexte politique marqué par les luttes de pouvoir, donnant lieu aux limitations drastiques des libertés publiques, avec son lot de violations graves des droits de l'homme, englobant la disparition forcée, la détention arbitraire, la torture, les violences sexuelles, les atteintes au droit à la vie et l'exil forcé. Ces violations ont visé invariablement les militants appartenant aux différentes composantes de la gauche marocaine, avec des dommages et préjudices indescriptibles et un bilan lourd de conséquences. Toutefois, il faut noter que même si les victimes de ces violations étaient majoritairement des hommes, les femmes n'y ont pas échappé. Certaines d'entre elles étaient très actives et figuraient parmi les fondatrices des premières associations féministes. Elles y sont venues après avoir vécu des expériences, soit au sein des organisations des droits de l'homme ou dans le cadre des syndicats. Par ailleurs, l'UNEM restait leur première école de militance et d'apprentissage politique. S'engager dans un contexte pareil n'était pas du tout aisé. Cela nécessitait beaucoup de courage, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Or, pour celles-ci, il fallait également user d'arguments convaincants et de stratagèmes afin de déjouer le refus de leur propre famille. Autrement dit, en plus de la répression politique, les militantes devaient faire face à une autre réticence, celle d'ordre culturel. Cependant, je dois rappeler que le début des années 80 commençait à connaître une certaine ouverture politique, d'où la parution de certaines publications féministes, dont les plus importantes sont le journal 8 mars, Nissa al-Maghrib, et le magazine Kalima. Une première association est née en juin 85 à DFM. La deuxième, l'UAF, a vu le jour en mars 87. Quant aux militantes de l'extrême gauche, elles ont mis en place des clubs féminins qui se distinguaient par l'organisation dans les maisons des jeunes des cours d'alphabétisation au profit des femmes. Cette action de conscientisation efficace avec des résultats concluants n'a pas échappé au regard vigilant de la censure, d'où la décision d'y mettre fin. Et ce n'est qu'en 92-93 que ces activistes ont été autorisés à créer l'AMDF. Avec ces premières associations, un discours tout à fait nouveau commence à s'exprimer et un prisme différent émerge. Le retour à la littérature produite au tout début de l'apparition de ces organisations fait état à la fois d'un lexique inhabituel et un repositionnement qui situe la cause dite des femmes dans une lutte contre un système appelé domination masculine, tout en la connectant au combat politique aspirant à la démocratie et à la justice sociale. Après un moment de maturation, permettant de forger et de consolider l'identité féministe, vient alors le temps de l'identification des enjeux et du passage à l'action. Toutefois, il faut souligner que pendant cette phase de maturation, les féministes marocaines, et en parallèle à l'investissement que nécessitaient les publications des journaux, organisaient une multitude d'activités. Dans ce cadre, je rappelle qu'elles avaient saisi l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes en 1988 pour coordonner l'organisation d'une grande manifestation en soutien aux luttes des femmes palestiniennes. C'était l'époque de la première intifada, en décembre 87, qui a constitué un tournant historique dans la lutte du peuple palestinien. Malgré la position officielle d'époque, avec la visite de Shimon Peres en 86, les Marocaines ont su,
à leur manière, apportèrent leur soutien à une cause qui était et qui reste, hélas, toujours d'une actualité brûlante. C'était par la même occasion leur manière de contribuer à l'élargissement de la liberté d'expression qui constituait à l'époque un enjeu important. Hormis son importance, l'engagement pour toutes les causes justes permet à l'une comme à l'autre de se nourrir mutuellement. J'en arrive au deuxième moment important, c'est le moment du passage à l'action politique publique qui se concrétise grâce au lancement par l'UAF en mars 1992 d'une campagne appelée « Une pétition pour la collecte d'1 million de signatures pour la réforme du Code du statut personnel ». L'UAF a saisi le contexte des négociations menées par la coalition démocratique, Kutla Demokratia, autour de la réforme de la Constitution en vue d'une alternance politique. L'initiative constituait une tentative d'inscrire la réforme du Code dans la sphère politique au lieu de la seule sphère religieuse dans laquelle on a toujours tenu à le sanctuariser. Pour convaincre de la nécessité de la réforme, on a avancé l'argument qui montre le lien entre la démocratisation des relations entre l'État et la société, objet des négociations politiques, et celle qui concerne les relations à l'intérieur de la famille. Il n'a pas non plus échappé aux rédactrices de la pétition d'inviter à s'ouvrir sur les différentes écoles juridiques et à ne pas se limiter à la littéralité des textes, insistant de ce fait sur les valeurs de l'égalité et de l'équité. Pour les revendications à proprement dit, il s'agissait de reconnaître la pleine capacité pour la femme au même titre que l'homme, d'annuler la tutelle, de reconnaître les mêmes droits et les mêmes obligations pour les deux conjoints, de mettre le divorce entre les mains de la justice, d'interdire la polygamie et de donner à la femme le droit de tutelle sur les enfants au même titre que l'homme. Cette première campagne a suscité un intérêt certain qui a dépassé les attentes des initiatrices. Des conférences, rencontres, groupes de discussion autour du texte de la pétition se sont organisés un peu partout au Maroc. Un conseil de coordination entre les différentes associations et secteurs féminins des partis politiques a vu le jour en avril de la même année. Cependant, la campagne a suscité diverses réactions, notamment celles des courants opposés à la réforme qui n'entendaient pas laisser les seules voix féministes occuper le terrain. Arguant de la sacro-sainte charia, ils ont prétendu que les revendications féministes sont contraires à la lettre de l'islam et conduisent celles et ceux qui les soutiennent ou les propagent à l'apostasie. Or, comme souligné précédemment, le texte de la revendication était loin de constituer une rupture. Il a juste invité à l'utilisation d'un principe religieux, à savoir l'effort de l'interprétation, ce qui nous amène à avancer qu'au fond, c'est plutôt l'esprit de révolte, le souffle politique et la capacité de mobilisation qui posaient problème, d'autant plus que les partis dont sont issus bon nombre de ces militantes cherchaient à faire bouger les lignes politiques et tentaient de peser sur le rapport de force en faveur d'une ouverture démocratique. Pendant presque 5 mois, et alors que les réactions des différents acteurs connaissaient plus d'ampleur, le roi Hassan II a annoncé dans son discours du 20 août 1992 sa décision de mettre en place une commission pour apporter des révisions au code. Il a invité les femmes à lui soumettre leurs doléances tout en insistant sur 2 points essentiels, à savoir le maintien de la réforme du code dans le cadre de la commanderie des croyants, ce qui veut dire d'une part qu'elle restera tributaire de la lecture prônée par le fiqh malikite, mais cela veut dire également qu'aucun autre acteur politique, y compris ceux qui se vantent du référentiel religieux, ne peuvent ni ne doivent s'en mêler. D'un autre côté, le discours royal a tenu à ordonner aux femmes d'éviter toute forme d'exploitation de leurs revendications à des fins électorales. Autrement dit, il leur a enjoint d'éviter de mêler le temporel au religieux. Ainsi, en faisant de la révision de la Moudouana une affaire personnelle, relevant de ses seules prérogatives, le roi a décidé d'arrêter net un débat qui commençait à questionner les assises idéologiques du régime. Au final, il semble que cette capacité de mobilisation féministe n'a en effet plu à personne. Les résultats de la réforme, rendus publics quelques mois plus tard, étaient en deçà des attentes des militantes. Déçues, elles n'ont retenu qu'un seul point positif, à savoir la levée de la sacralité. Or, il faut noter que cette première campagne avait néanmoins le mérite de positionner la réforme du Code sur l'espace public
et a montré la capacité des féministes à s'imposer comme actrices. Notons également que si les négociations pour une transition démocratique n'ont plus abouti, elles ont permis quelques avancées en matière des droits de l'homme et des libertés publiques. J'en arrive au troisième moment important, situé entre 1995 et 2003. Pour rappel, le contexte d'époque était marqué par l'aboutissement des négociations entamées précédemment par la Koutla, qui ont permis l'adoption de la Constitution en 1996, ainsi que l'organisation des élections législatives et l'arrivée de l'ancienne opposition au gouvernement dit d'alternance en mars 1998. C'était également une période qui a connu une certaine ouverture de l'espace public avec la naissance d'une floraison d'associations dont l'OIF, la LDDF, JOSOR, IPDF, AMVEF, AMNAS, Saïd al-Hurra et tant d'autres partout au Maroc. Le féminisme avait ainsi commencé à se propager en dehors de l'axe Rabat-Casa. Je rappelle que pendant ce temps, le secrétariat d'État chargé de la protection sociale de la famille et de l'enfance a préparé un projet de réforme du Code couvrant, en plus des articles retenus lors de la première campagne, d'autres articles de plus, faisant partie d'une stratégie touchant plusieurs domaines appelée le Plan d'action national pour l'intégration de la femme au développement. Toutefois, bien que tous les différents ministères aient participé à ce projet, une première opposition s'est alors exprimée à travers une lettre adressée par un membre du même gouvernement au Premier ministre, à savoir le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Cette lettre laissait entendre l'attachement des représentants de l'islam officiel à une lecture orthodoxe et le refus de toute lecture libérale de la charia. Ayant pris connaissance de cette lettre et étant donné qu'elles étaient partie prenante à l'élaboration du plan, les féministes ont décidé de réagir et de faire pression pour qu'il n'y ait pas de recul. Deux grands réseaux de soutien au plan ont vu le jour vers la fin de juin, début juillet 1999, un à Rabat et l'autre à Casa, regroupant l'un et l'autre une multitude d'associations et d'acteurs de la société civile, ainsi que certains partis politiques et des syndicats. Après le décès du roi Hassan II en juillet 1999, le dossier de la réforme du Code a pris une autre tournure. L'opposition va s'élargir au-delà des ulémas officiels pour englober les tenants de l'islam politique à travers la Ligue nationale pour la protection de la famille marocaine. Nous voici alors en présence de deux camps qui se sont livrés à un débat public d'une intensité sans précédent. Le point culminant aura lieu le 12 mars 2000 avec l'organisation de deux marches, une à Rabat avec la présence des défenseurs du projet de réforme dans les associations enracinées dans les différentes régions du Maroc et la deuxième à Casablanca avec la présence de ceux qui s'y opposaient, à savoir les conservateurs et les islamistes. C'était à peine quelques mois après l'intronisation du nouveau roi et un gouvernement d'alternance qui n'a pas été suffisamment soudé pour assumer un projet élaboré par l'un de ses membres. On a laissé le secrétaire d'État, Mohamed Saïd Sadi, en charge du dossier, se démener tout seul et faire face à une opposition qui n'y est pas allée de main morte. C'est dire la fragilité d'un gouvernement à un moment politique crucial pour le Maroc et pour la transition démocratique. Malgré une tentative du Premier ministre cherchant à trouver une solution à travers la mise en place en mai 2000 d'une commission composée des différents acteurs et courants, cette dernière n'a pu tenir aucune réunion. C'était déjà trop tard et la suite est connue. Le secrétaire d'État a été écarté lors du remaniement ministériel de septembre 2000, ce qui était en soi l'avant-goût de ce qui adviendra de la décision relative à la réforme du Code du statut personnel. Toujours est-il, la tentative d'inscrire la réforme de la Moudouana dans un projet politique gouvernemental n'a pas abouti cette fois-ci. Les acteurs politiques n'étaient pas encore prêts ni disposés à s'emparer de la réforme du Code. Les uns pour des raisons ou calculs purement politiques, les autres pour des raisons à la fois politiques et religieuses, voire de principe. D'où l'arbitrage royal souhaité et convoité par un certain nombre d'entre eux. C'est dans ce contexte qu'une commission consultative a été mise en place en avril 2001, avec pour la première fois la présence de 3 femmes et des profils autres que les ulémas. La symbolique de ces profils est à retenir, car elle prouve l'acceptation du traitement de cette loi au-delà de la sphère religieuse. Sa mission consistait à accueillir les mémorandums des différents acteurs, à élaborer un projet de réforme et le soumettre au cabinet royal. Entre-temps,
la mobilisation des féministes s'est poursuivie dans le cadre d'un réseau plus restreint appelé Printemps de l'égalité. Des meetings, des caravanes, des manifestations, des sit-ins, des conférences, ainsi qu'une vaste campagne de communication donnant la parole aux femmes victimes du Code ont été organisés pendant que la Commission s'attelait à sa mission. Ce sont également les moments dans lesquels les féministes ont fait preuve de leur capacité de réadaptation, de révision et de reconsidération, notamment sur le point qui a le plus cristallisé les divergences et les antagonismes, à savoir le référentiel, avec d'un côté les tenants du spécifique et de l'autre les défenseurs de l'universel. C'est dire l'importance du débat public et de la confrontation des idées qui n'ont pas que des inconvénients. La Commission a mis plus de 2 années avant de livrer les résultats de son travail, ce qui s'ouvre sur un 4e moment fort. Octobre 2003, date mémorable dans le combat féministe pour la réforme du Code. C'est à l'occasion de l'ouverture de l'année législative et devant les représentants de la nation que le roi Mohamed VI annonce la réforme et expose ses lignes saillantes. Estimant qu'elle a largement répondu à leurs doléances, la majeure partie des féministes ont applaudi et salué cette réforme tant attendue. C'était un moment euphorique et un tournant qui a fait date. Hormis la philosophie qui a structuré le nouveau Code de la famille, avec l'ouverture sur d'autres écoles juridiques et sur les conventions internationales des droits humains, il faut noter qu'une décision importante était annoncée dans le discours royal. Il s'agit de la décision de soumettre le projet de loi au Parlement pour adoption définitive. C'était une décision que d'aucuns ont considérée comme allant dans le sens d'un début de sécularisation de cette loi et par conséquent de son traitement par les acteurs politiques. Ceci a clairement constitué en son temps une rupture par rapport au passé. En conclusion, nous pouvons souligner que l'aboutissement vers une réforme plus ou moins satisfaisante était le couronnement d'un engagement de plusieurs femmes et de certains hommes qui ont fait preuve d'une forte conviction et d'une éthique militante. Sans la foi en la possibilité d'une réforme, ceci n'aurait pas été possible. Les féministes devaient faire face à de multiples formes d'opposition, couvrant un vaste éventail allant de celles qui se drapent derrière la religion à celles exprimées par la voie politico-partisane vers celles d'ordre institutionnel en passant par la misogynie dite ordinaire. Elles devaient également faire preuve d'intelligence collective et de capacité de réadaptation avec les éléments d'un contexte de transition politique et de changement socio-culturel. Le choix de maintenir la pression parallèlement au travail de la Commission royale avait montré en son temps à la fois la lucidité et la persévérance de s'affirmer en tant qu'acteur, qu'actrice de la société, consciente de l'opportunité à ne pas rater pour arracher une réforme qui a mis du temps à se réaliser. Même si la réforme de 2004 a des limites, dont certaines constituent une véritable discrimination à l'égard des femmes, elle reste en revanche d'une grande importance dans le contexte de l'époque. La génération des féministes qui en étaient derrière a jeté un pavé dans la mare. Elle a de ce fait secoué une certaine orthodoxie doctrinale et a mis en question la hiérarchie au sein de la famille. Le chemin à parcourir pour consolider l'égalité et éliminer les discriminations reste encore très long. C'est à la jeune génération de prendre le relais et de capitaliser sur une expérience riche de leçons dont les plus importantes peuvent être résumées comme suit. Sur le plan de l'environnement extérieur, une certaine ouverture démocratique et un certain respect des libertés publiques se sont avérés absolument nécessaires pour encourager l'expression féministe. L'implication des militantes sur les deux fronts était indispensable pour faire entendre leur voix et pour montrer la pertinence de leur combat. Un combat qui vise un système complexe pour lequel la décision et la volonté politique ne sont plus à démontrer. Par ailleurs, une dynamique large des différents acteurs de la société a constitué une opportunité pour les féministes à laquelle elles ont en revanche apporté leur contribution. Quant à l'environnement intérieur, je souligne les points suivants. La capacité d'un mouvement à préserver son indépendance. 2, la volonté d'abandonner la compétition au profit d'un leadership collectif. 3, la disposition à travailler ensemble, à se concerter et à se remettre en question, qui est somme toute la volonté de s'approprier les règles démocratiques nécessaires pour une expérience collective. 4, la prise de conscience quant à la mobilisation du savoir scientifique,
permettant une connaissance fine du contexte. 5. L'articulation de l'action féministe avec les différents enjeux qui ont une importance cruciale pour un pays comme le Maroc, à savoir l'enjeu de la démocratie, l'enjeu des libertés publiques, l'enjeu du développement socio-économique visant à arracher des milliers de femmes et d'hommes de la pauvreté et de la précarité et l'enjeu des droits de l'homme. Ce sont là les quelques leçons à tirer d'une expérience qui est de toute évidence loin d'être parfaite. Cependant, elle a le mérite d'avoir posé un jalon et inscrit la question de l'égalité comme perspective incontournable pour l'avenir. Merci pour votre écoute.